Cher Seigneur qui est au ciel, nous te remercions de nous avoir permis de traverser une nouvelle semaine sans encombre. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui luttent à cause des conséquences et des événements de leur semaine. Nous prions pour eux aujourd'hui, nous prions pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous. S'il te plaît, bénis-les où ils sont et bénis-nous ici alors que nous nous réunissons sur ce Zoom. Nous prions pour la clarté de pensée et de parole et que nous puissions avoir une meilleure compréhension des événements extérieurs et de la manière dont ils nous affecteront et de la manière dont nous interagirons avec le monde à cause d'eux. Bénis-nous donc maintenant, Seigneur, avec ton Saint-Esprit et ta présence. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Ok, merci. Je vais faire apparaître l'écran. En fait, avant cela, on va faire une petite révision du roi du Nord et du roi du Sud. En 2020, l'ancienne Thèse a dessiné une image du monde. Elle a placé le pôle Nord ici, le pôle Sud là. Et elle a expliqué comment les oppositions polaires fonctionnaient. Et que si vous sautiez d'un hélicoptère au pôle Nord ou si vous sautiez d'un hélicoptère au pôle Sud, vous auriez du mal à faire la différence entre les deux. Il faudrait chercher des animaux. Très vite, vous verrez qu'il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique, ni de pingouins en Arctique. Donc, il y a des similitudes et des différences. Et lorsque nous portons cela à une compréhension prophétique, nous devons être capables de voir les deux. Donc en 1989, le roi du Nord et le roi du Sud étaient en guerre et une blessure mortelle a été infligée au roi du Sud. Le roi du Nord, ce sont les États-Unis. Le roi du Sud, c'est l'URSS. Et en étudiant la Chine, nous étudions en fait la sphère d'influence de chacune de ces entités. Le roi du Nord a une très forte influence, une très forte sphère d'influence, tout comme le roi du Sud. Et l'une des plus grandes influences que le roi du Sud a exercées sur son voisin, c'est sur la Chine. Nous considérons donc qu'ils sont fortement influencés par la Russie. Et même aujourd'hui, encore, ils sont très influencés par la Russie, même si la relation est assez déséquilibrée, parce que nous verrons que la Chine est beaucoup plus puissante sur le plan économique, et même selon certains sur le plan militaire. Elle est très puissante. La Chine et la Russie continuent d'exercer une forte influence sur le pays. Et nous voyons que lorsque nous revenons à 1949 et la révolution chinoise, Mao Zedong a obtenu son idéologie communiste de Staline grâce à la révolution communiste qui avait eu lieu en Russie. Dès le début, donc, nous voyons l'influence considérable que la Russie a exercée sur la Chine et qu'elle continue d'exercer. Ce que nous voulons faire, donc, ce n'est pas faire trop de révision, c'est notre 3e étude, et j'aimerais passer à l'année 2001, pardon. Il y aura un petit peu de révision, mais pas autant que la dernière fois. Donc, 2001, alors je vais afficher l'écran. Peut-être que vous le verrez un peu plus clairement. 2001, qu'est-ce que nous avons noté? Nous avons noté que la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce. La dernière fois, j'essayais de retrouver une citation que j'avais dans mes notes. Et c'est drôle parce qu'on peut surligner quelque chose, le mettre en gras et on peut ne pas le voir. Donc dès que j'ai éteint la vidéo, j'ai trouvé la citation que je cherchais. Donc je veux la partager avec vous. Elle est tirée de Wikipédia. Elle dit que le président Bill Clinton, en 2000, a poussé le Congrès à approuver l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine et l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, en disant que l'intensification des échanges avec la Chine ferait progresser les intérêts économiques de l'Amérique. Je cite Clinton, « L'économiquement, cet accord est l'équivalent d'une voie à sens unique. » Nous apprenons donc de Wikipédia et d'autres articles
que Clinton a fortement influencé le Congrès pour qu'il accepte la Chine et qu'il accepte donc un accord commercial avec la Chine et pour lui permettre d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. On va replacer cela dans un contexte historique. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons mentionné déjà qu'il y a eu une initiative pour stimuler les économies des pays après la Seconde Guerre mondiale. C'était donc de stimuler la reprise économique. Et donc ils ont créé une organisation appelée GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Et la Chine était l'un de ses membres fondateurs. Et puis il y a eu la révolution communiste de 1949 et la Chine est devenue le nouveau gouvernement communiste. Le gouvernement n'était pas intéressé par ces systèmes à plusieurs niveaux à travers le monde. Il est devenu donc insulaire. Donc il n'était plus membre du GATT. Pendant toutes ces années, la Chine, donc, a mené sa propre politique économique qui s'est soldée par un échec total. Des millions de personnes sont mortes de faim, l'économie était en ruine. Même si le pays a connu une révolution culturelle dans les années 50 et 60, celle-ci a aggravé la situation économique du pays. Donc, Mao Tse-tung meurt au début des années 1970. Nous avons un nouveau gouvernement en Chine. C'est toujours un nouveau dirigeant, mais un nouveau gouvernement communiste, c'est le cas. Et des relations diplomatiques ont débuté avec les États-Unis. Et des réformes économiques également sont entreprises. Et les réformes économiques sont vraiment couronnées de succès. En 1979, la Chine commence à s'améliorer. En 1979, c'est un pays pauvre et arriéré. Après quelques années de réformes économiques, la situation commence à s'améliorer. Au milieu des années 80, elle commence à devenir une puissance exportatrice. Dans certains pays, en particulier les États-Unis, ils veulent entrer en Chine. Et la Chine veut réintégrer le GATT et donc entame des négociations. Le principe est le suivant. Il faut d'abord conclure des accords bilatéraux avec d'autres pays, puis avec d'autres pays membres de GATT, donc, et ensuite, avec leur approbation, adhérer le GATT. Donc on peut peut-être entamer des négociations avec toutes sortes de pays. Ils ont commencé à négocier avec l'Amérique et d'autres. Et tout se passait bien. Tout allait bien. Jusqu'au 4 juin 1989, place Tiananmen. Et là, le monde était horrifié. On l'oublie, hein? Mais c'est le temps de la fin et nous devons vraiment nous souvenir de la place qu'a eu Tiananmen. Le monde a été horrifié et les négociations d'adhésion au GATT ont été totalement exclues. Il ne s'agit pas de s'aventurer sur ce terrain, mais là, il fallait l'écarter. Des sanctions ont été prises à l'encontre de la Chine, des sanctions très dures. C'était donc une administration Bush. Elle a imposé des sanctions à la Chine et le Congrès espérait, en fait, imposer des sanctions encore plus sévères sur la Chine. Donc, ça ne va pas se passer à cause de la place Tiananmen. Ensuite, nous avons regardé 1991. 1992, il y a des élections aux États-Unis et un nouveau gouvernement. Bill Clinton gagne en 1992. Début 93, la première année de son mandat. Au début de la première année de son mandat, voyons ce qui se passe. Washington. Par la matinée ensoleillée du 28 mai 1993, une assemblée improbable de 40 dissidents chinois, leaders étudiants chinois et activistes tibétains ont été convoqués dans la salle Roosevelt de la Maison-Blanche pour rencontrer les principaux dirigeants de la nouvelle administration Clinton. Sous leurs yeux, le président Clinton a signé un décret. Il s'agit d'un décret qui, pour la première fois, exigeait de la Chine qu'elle prenne des mesures d'assouplissement de la répression politique si elle voulait obtenir le renouvellement de ses avantages commerciaux aux États-Unis.
À partir d'aujourd'hui, les États-Unis, dit Clinton, les États-Unis parleront d'une seule voix sur la politique chinoise, a déclaré Clinton avec optimisme. C'était à sa manière un moment remarquable. Certains des dirigeants du mouvement démocratique qui avaient déferlé sur les villes chinoises en 89 recevaient un soutien tangible de la part du président des États-Unis. Cet événement est aujourd'hui pratiquement effacé de la mémoire de l'administration Clinton, tout comme la politique chinoise qui l'accompagnait. Donc, début 93, ces 40 dissidents chinois sont convoqués et Clinton prend un décret. Ce décret impose à la Chine 7 conditions à remplir si elle veut revenir à la table des négociations commerciales. Ils devaient supprimer les restrictions à l'immigration. Ça veut dire quoi? Ils doivent laisser leurs citoyens quitter le pays s'ils le souhaitaient. Donc il y avait des restrictions à l'immigration, on ne pouvait pas partir comme on le voulait, et ils devaient donc se conformer à un accord entre les États-Unis et la Chine sur les exportations réalisées par de la main-d'œuvre carcérale. Il ne fallait donc pas exporter de produits fabriqués par des prisonniers. Ils ont dû promettre d'adhérer à la Déclaration universelle des droits de l'homme, libérer les prisonniers politiques et rendre compte de leurs actes, donc pas simplement les libérer, mais savoir où ils sont et s'ils sont en sécurité, et garantir un traitement humain des prisonniers. Ils devaient protéger le patrimoine religieux et culturel du Tibet et autoriser les émissions internationales de radio et de télévision en Chine. 7 exigences donc au début de l'année 93. C'est ce décret donc mis en place. Et cet article continue en disant qu'en début de l'année 94, il a été supprimé. Il n'est plus utilisé. Clinton en fait dit que ce n'était plus utile. En 12 mois. Hein. Donc comment est-ce que la Chine a réagi à ce décret? Elle n'a pas été impressionnée. Elle a chargé des produits chimiques destinés à la fabrication d'armes sur un cargo à destination de l'Iran. Elle a expédié de la technologie pour des missiles au Pakistan. Et elle a choisi de ne pas... Il a rejeté les appels de l'administration Clinton en faveur de l'annulation des essais nucléaires souterrains prévus de longue date. Donc, elle s'est montrée belliqueuse. Elle a fait un pied de nez aux États-Unis et après 12 mois, seulement 12 mois, l'administration Clinton a fait marche arrière et a dit « Nous allons maintenant découpler et nous devrions être familiers. Nous allons maintenant découpler. Nous devrions être familiers avec ce mot maintenant. Découpler les droits de l'homme des accords commerciaux de l'économie. » Et cet article que nous venons de lire explique comment cela a renforcé les nations autoritaires, particulièrement en Asie du Sud-Est. Cela montre quels ont été les effets néfastes. Alors, un autre article, paru en 1994 dans le Baltimore Sun, le président Clinton a changé de cap sans hésitation, a renouvelé hier le statut commercial favorable de la Chine et a renoncé à l'utiliser comme arme pour faire pression sur Pékin en matière d'amélioration des droits de l'homme. La décision du président va directement à l'encontre de la position qu'il avait adoptée l'année dernière lorsqu'il avait exigé des progrès significatifs en matière de droits de l'homme en Chine, comme condition au renouvellement de son statut de nation la plus favorisée. Donc c'est NPF, nation la plus favorisée.
Il a reconnu hier qu'en dépit de certains progrès, de graves violations des droits de l'homme se poursuivent en Chine. Le président a insisté sur le fait que les États-Unis pouvaient faire davantage pour encourager les progrès en matière de droits de l'homme, en développant le commerce et en améliorant les relations générales entre les États-Unis et la Chine. Alors, le Congrès n'était pas satisfait, ou plutôt, les plus satisfaits étaient les multinationales entreprises qui avaient fait pression sur le président pour qu'il ne le fasse pas, les républicains et les démocrates modérés. Mais d'autres démocrates étaient très en colère, et l'une d'entre elles, c'était Nancy Pelosi, la représentante Nancy Pelosi. Clinton était sous une pression forte, les pressions fortes sur M. Clinton pour qu'il renouvelle le statut de nation favorisée avec la Chine qui permet de réduire les droits de douane sur les importations chinoises. Selon elle, les dommages potentiels d'une guerre commerciale pour les intérêts américains ont été mis en évidence, d'autant plus que la Chine a conclu un accord de 5 milliards de dollars pour l'achat de 50 avions à Boeing. Donc il disait, ne faites pas ça, ne vous préoccupez pas des droits de l'homme, ça se fera tout seul. Mettons l'économie au premier plan, le reste viendra. Donc, les négociations ont commencé et se sont poursuivies. Donc la Chine va donc essayer de réintégrer le GATT pendant 15 ans. J'ajouterais qu'au milieu des années 90, le GATT est devenu en Organisation mondiale du commerce. Donc ils ont démantelé le GATT et l'ont remplacé par l'OMC. Ce qui revient au même, c'est plus complet. Et les États-Unis vont tenter d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce, mais ils doivent d'abord conclure un accord bilatéral avec les États-Unis, ce qu'ils parviennent à faire en 2000. Il s'agit de pourparlers diplomatiques de haut niveau qui ont lieu chaque année pendant 15 ans. Mais surtout depuis 1994. En tout cas, il y a beaucoup de manœuvres politiques pendant cette période. Chaque année, il fallait que le Congrès américain se prononce en faveur ou en défaveur de l'accord. Donc, c'est en l'an 2000 que Clinton arrive à la fin de son mandat et il veut vraiment conclure cet accord. Ils parviennent finalement à un accord. Il est en mesure de le représenter au Congrès. Le Congrès donne son accord en 2001. La Chine fait partie de l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui encore, certains membres du Congrès ne dorment pas la nuit à cause de cette décision. Pourquoi? Pourquoi doutent-ils d'avoir fait le bon choix? Le choc de la Chine existe. Ils craignaient de perdre tous ces avantages économiques en ne concluant pas d'accord avec la Chine, mais en fait c'est le contraire qui s'est produit. Si vous allez donc par exemple sur Wikipédia, et il y a beaucoup d'ouvrages consacrés à ce sujet, il vous suffit de chercher China Shock, le choc de la Chine. Le choc chinois est l'impact de l'augmentation des exportations chinoises sur l'emploi manufacturier aux États-Unis et en Europe. Après l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, des études ont estimé que le choc commercial de la Chine a réduit l'emploi manufacturier américain de 0,55 à 2,5 millions de personnes. Des pertes d'emplois dans le secteur manufacturier ont également été observées en Norvège, en Espagne et en Allemagne. Ce qui se passe, c'est que ces pays sont maintenant inondés d'exportations chinoises bon marché et donc des emplois manufacturiers sont perdus aux États-Unis. Si on descend un petit peu, des études d'impact politique ont établi un lien entre les effets du choc chinois et une montée du populisme et une réaction brutale contre la mondialisation. Des études ont montré que les régions britanniques les plus exposées à la concurrence des importations chinoises étaient plus susceptibles de voter pour le Brexit lors du référendum de 2016.
L'exposition au choc chinois a conduit à une vision négative des minorités, en particulier chez les Blancs et les hommes américains. Des articles ont montré que le choc chinois a contribué à la polarisation politique. Une étude a également montré qu'il avait contribué à la victoire de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016. Une étude contrefactuelle d'État très disputée suggère que le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie auraient élu le démocrate au lieu du candidat républicain. Si toutes choses égales, par ailleurs, la croissance de la pénétration des importations chinoises avait été inférieure de 50% à la croissance réelle au cours de la période analysée. Le candidat démocrate aurait également obtenu une majorité au sein du collège électoral dans ce scénario de contrefaçon et explique ensuite ce qui s'est passé en Italie et dans d'autres pays. L'impact social, ça c'est des études qui ont été faites par un groupe assez important. L'une d'entre elles en particulier a été réalisée par 3 économistes du MIT. C'est très respecté, ils ont examiné un très grand nombre de données. Et donc, c'est une étude très bien reçue. Une étude de 2016 a révélé que l'exposition à la concurrence des importations chinoises entraînait de meilleurs taux d'obtention de diplômes d'études secondaires aux États-Unis. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les salaires et les opportunités d'emploi sont moins élevés pour les personnes sans diplôme d'études secondaires dans les régions en concurrence avec la Chine. L'économiste Samuel Hammond a fait valoir que la signature de la loi sur les relations commerciales normales permanentes a permis d'établir des relations commerciales normales permanentes. Ça, c'est l'accord de 2000 avec les États-Unis, et l'adhésion ultérieure de la Chine à l'OMC a eu des répercussions sociales considérables. Il affirme que le PNTR a été impliqué dans certaines des tendances les plus significatives et les plus pénibles de la vie américaine au cours de ce siècle. La perte de millions d'emplois manufacturés bien rémunérés, le déclin de la formation des familles et l'augmentation des décès dus au désespoir, le suicide. La flambée des prix de l'immobilier et les nouveaux médiévaux d'inégalité urbaine. Une polarisation politique accrue et des mouvements populistes, à gauche comme à droite. Et une foi chancelante dans le pouvoir de la démocratie libérale. Pour répondre à ces défis et à d'autres encore, mettre tout cela sur le compte d'un seul accord commercial serait aller trop loin, bien sûr. Et pourtant, l'empreinte de ce qu'on appelle désormais le choc chinois est perceptible dans toutes ces tendances, que ce soit par ses effets de premier ordre ou par ses réverbérations dans le corps politique. Il note également que les pertes d'emplois liées au commerce ont contribué à un plus grand nombre d'enrôlements militaires aux États-Unis. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet sur les conséquences de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc là, c'est un article Vox. Un autre coup de pied dans la fourmilière. Un économiste de renom explique comment le commerce avec la Chine a contribué à l'élection de Trump. Et je n'irai pas là-dedans. Mais en gros, ces travaux sont décrits dans l'article de Wikipédia. Si vous vous remémorez l'élection de 2016, voilà ce que Trump apportait à la ceinture de rouille de l'Amérique. La Chine, ils ont pris vos emplois. Et il avait raison. Donc il avait raison, mais sa solution au problème était mauvaise. Donc nous pouvons donc établir un lien entre le temps de la fin, 1989, sur la place Tiananmen, où ça a été renforcé en 2001 avec l'adhésion de la Chine à l'OMC. Et nous pouvons faire le lien avec 2016 et l'élection de Trump. Et j'ajouterai jusqu'en 2024, lorsque Trump sera toujours un acteur dans la prochaine élection. Donc la Chine, l'adhésion de la Chine à l'OMC est un tournant majeur, non seulement pour la Chine et les États-Unis, mais pour le monde entier.
Est-ce que vous avez des questions ou des pensées là-dessus? Alors qu'on a revu l'OMC? Est-ce que c'est clair pour vous? Elder Terry, Alors, ancienne Terry, that decoupling ce from trade découplage entre le commerce et les to droits de human l'homme, rights, n'était-ce pas identique à ce que l'Allemagne et d'autres ont fait avec la Russie en 2014? Russia in 2014, in a similar way that and so they built the pipeline. Ils ont and construit donc accelerated trade, and they l'oléoduc thought, et ont oh, accéléré les look, échanges human commerciaux en rights se disant que les violations violations des droits de will l'homme be allaient able to work on that. pouvoir être corrigées au That's fil what du was temps et la situation n'a fait que s'empirer. That's what's happened Et in c'est ce China qui as well. s'est passé en Chine également. Parce que l'idée, c'est que l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale la rendra plus semblable à nous. Et Ian Bremmer, dans l'une de ses dernières vidéos, a déclaré « Nous voulons juste qu'ils soient comme les Américains. Le monde entier s'en trouverait amélioré. » Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas regarder la Chine de son point de vue, de la façon dont elle voit le monde, de son idéologie. Donc en effet, c'est donc d'enlever les droits de l'homme de la table de ce sujet, ce n'était pas une bonne chose. C'est parce que ces journalistes établissent un lien entre le fait que Clinton ait retiré les droits de l'homme dans la table des négociations en 1994 et le renforcement des gouvernements autoritaires dans la région du Pacifique. Mais à partir de 2001 et par la suite, nous voyons la Chine, non seulement de manière continue, mais qui intensifie ces violations des droits de l'homme. Cela ne veut rien dire, ce n'est que de la rhétorique. Les sanctions qui sont prises n'ont aucun mordant. Si on avance un petit peu, là nous sommes en 2023 et nous connaissons tous la loi Magnitsky, une loi américaine qui impose des sanctions à certains individus corrompus, à commencer par les Russes corrompus pour leur violation des droits de l'homme. Et maintenant il y a une Magnitsky globale. La dernière fois que j'ai regardé, j'en ai compté 7. 7 fonctionnaires chinois, 5 d'entre eux étaient liés à Hong Kong. 3 d'entre eux, 3 seulement sont originaires de la province de Xinjiang, avec la persécution des Ouïghours. Donc j'espère que vous avez pris le temps, si ce n'est pas le cas, prenez le temps de rechercher la communauté ouïghour et ce qui s'y passe. Parce que nous avons noté cela en 2001 et je ne veux pas le répéter. Mais maintenant, avec l'attentat contre le World Trade Center, la Chine a donné l'impulsion. Elle a été le catalyseur qui lui a permis d'imposer son terrorisme d'État strict à son propre peuple. Et si vous pouviez saisir l'ampleur des chiffres impliqués dans cette affaire, vous verrez qu'il n'y en a que, et de voir qu'il n'y a que 5 officiellement des fonctionnaires qui font l'objet de sanctions. En fait, 3, seulement 3 fonctionnaires sanctionnés pour les abus commis dans ce domaine. C'est tout simplement ahurissant. 7 pour Hong Kong, avec Hong Kong. Donc oui, il est très normal de voir des similitudes entre la Russie et la Chine. La loi Magnitsky en Russie, aussi en Chine, mais dans une moindre mesure.
Le choc chinois, donc lié aux violations des droits de l'homme, c'est ça? Ce choc chinois, c'est lié à cela? C'est parce que c'est lié à l'idée qu'à cause des violations des droits de l'homme, les prix sont bas, d'où l'impact sur les États-Unis et d'autres pays, c'est ça? Comme quoi l'industrie manufacturière a été touchée? Dans un scénario où la Chine ne commettrait pas de violation des droits de l'homme, si elle avait adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, le choc chinois aurait-il été moins important? J'essaie juste de comprendre. Le choc chinois n'est pas lié directement aux violations des droits de l'homme. Le choc chinois est simplement le résultat économique de l'augmentation des exportations chinoises dans le monde, dans le pays. Ils sont capables de faire cela parce que les droits de l'homme ont été retirés de la table. Et ils peuvent aussi le faire parce qu'ils utilisent probablement des prisonniers pour le faire. Nous savons que ces camps d'internement, les camps d'internement ouïghours, sont liés à de grandes entreprises multilatérales. Je pense que nous avons parlé à un moment donné, et l'ancienne thèse en a parlé, du fait que ils ont découvert qu'une grande partie du coton provenait de la province de Xinjiang et était utilisé pour la confection de vêtements dans l'industrie de la mode. Et la Chine est donc capable d'exploiter les droits de l'homme pour exporter davantage. China is able to exploit human rights to export more, but it's even without that. Mais même sans cela, l'ouverture à tout ce commerce n'a pas eu les bénéfices. Les pays, en tout cas, n'étaient pas préparés pour cela. Ils n'étaient pas prêts pour la quantité d'exportation qui serait mise en place. Et le fait, c'est que les règles n'ont pas été respectées. Elle ne respecte jamais les règles. Soit elle les contourne, soit elle les ignore. Elle n'a pas supprimé certains droits de douane et a dévalué sa propre monnaie. La Chine a fait certaines choses pendant cette période sans respecter les règles de l'OMC. Oui, le fait d'être un gouvernement autoritaire donc fait également partie de cette équation. Parce qu'il n'y a rien de mal à commercer avec d'autres pays en soi. Vous savez, c'est pas un principe de genre comme quoi ils n'auraient pas dû ouvrir le commerce avec d'autres pays parce que ça pourrait presque être une chose raciste à faire, mais le problème c'est l'autoritarisme et les problèmes des droits de l'homme qui ont contribué à la façon dont ils manipulaient les devises, la main-d'œuvre bon marché, qu'ils étaient capables d'exploiter. Et toutes ces autres choses ont ensuite contribué à la montée de ce mouvement en Amérique avec Donald Trump, ce qui a conduit à Donald Trump. Est-ce que je comprends bien? Okay. Tout est lié de toute façon. Nous savons que les droits de l'homme sont un problème parce que nous sommes en 89. Ils ont dû retirer les négociations de la table à cause de cet événement. C'est ainsi que Clinton a commencé son administration en abordant ces questions. Mais ça a été interrompu très rapidement, le lobbying des grandes entreprises et la réaction des républicains et des membres de son propre parti qui voulaient une part du gâteau. Donc, ils voulaient une partie de tout cela. À n'importe quel prix. Ça me rappelle le problème de Flint à Michigan et tout ce scénario qu'il y avait. It makes sense. Thank you. No worries. Yeah, so China's shock is. Donc le choc chinois est complexe. Mais on lui reproche d'être essentiellement à l'origine de l'élection de Donald Trump. Il a pu l'utiliser pour se faire élire. Et oui, beaucoup de personnes ont souffert. Donc. Par rapport aux sanctions dont tu parlais à propos de ces Chinois, qui faisait les sanctions? Est-ce que c'était les États-Unis ou?
Oui, les États-Unis ont imposé des sanctions. Donc oui, il y a eu des sanctions commerciales et j'essaie juste de penser à d'autres sanctions. Elles étaient toutes liées au commerce en tout cas. Terry, please. Terry, s'il vous plaît, pensez-vous que s'ils avaient compris la culture chinoise et ce qu'a fait le pays, ils seraient empêchés beaucoup de choses ou... Et c'est ce qui empêche les membres du Congrès de dormir. Et ils se demandent, et si on ne les avait pas laissés entrer, si on avait attendu, on a attendu 13 ans, ils ont attendu 15 ans, et si on attendait 15 ans de plus, et j'ajouterais que la Chine était prête à attendre 15 ans de plus. Et en l'an 2000, surtout après le bombardement d'une de leurs ambassades par les États-Unis, c'était une grosse surprise. Ils pensaient que la CIA avait le bon bâtiment, mais ils n'avaient pas les bons locataires. 3 fonctionnaires chinois sont morts. Vous savez que la Chine était prête à attendre encore 15 ans si elle n'avait pas ces conditions. Il ne s'agissait pas de négociations commerciales faciles, donc il y avait beaucoup de « et si ». Et on en parle encore aujourd'hui, « et si ». Nous savons que tout ce que nous pouvons faire, c'est en fait quoi. Et ce quoi, c'est que maintenant, nous avons une détention massive d'un groupe minoritaire qui est peut-être une minorité en Chine, mais qui n'est pas une minorité si on considère le nombre de Ouïghours qu'ils représentent. Et ça, c'est un impact sur le monde. Il existe une diaspora chinoise. Il y a de nombreux Ouïghours dans ce pays. Ils sont à Melbourne, à Adélaïde, et ils ne peuvent pas parler. Ils sont en cage, comme tous leurs proches qui sont en détention, parce que la surveillance, le bras long de la Chine s'étend au pays du monde entier. Et s'ils parlent, s'ils se plaignent, leurs proches sont enfermés pour plus longtemps, ou Dieu sait ce qui leur arriverait. Il y a des femmes qui essaient de contacter leur famille et qui ne peuvent pas le faire. Et il peut y avoir un fonctionnaire chinois qui va dire « je vais faire en sorte que cela se produise ». Donc le fonctionnaire chinois pourra alors autoriser ce contact entre une personne à l'étranger et sa famille au Xinjiang. Mais ils ne peuvent pas parler de choses importantes. Ils parlent du temps qu'il fait, mais au moins vous entendez leur voix. Le fonctionnaire chinois qui assiste à toutes les conversations leur dit « ne parlez pas, ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas. Sinon, vous ne leur parlerez plus jamais. » Et la fois suivante, le fonctionnaire chinois dira « envoie-moi des photos de nus. » Et la fois suivante, vous avez peut-être 3 ou 4 fonctionnaires chinois sur votre dos et qui vont dire « vas-y, envoie-moi, envoie-moi. » Et vous avez un choix. Soit vous coupez tout contact avec eux et vous ne parlez plus jamais avec votre famille, ou alors vous vous pliez à leurs exigences. Cela arrive à des personnes qui ne vivent même pas en Chine. Elles se trouvent dans différents pays du monde, sont des réfugiés des différents pays du monde dont la citoyenneté leur garantit les droits de l'homme. Et ils ne les ont même pas dans d'autres pays. Donc, les droits de l'homme ne se limitent pas uniquement à ce qui se passe en Chine, mais comment cela affecte également le reste du monde. Nous pourrions parler pendant des heures des Ouïghours. J'aimerais vraiment que vous vous renseigniez vous-même et que vous le compreniez. Je pense que cela vaut la peine que chaque personne le comprenne à une certaine mesure, pour voir l'immensité du problème. Molly. Oui, je pense que Pelosi a bien vu qu'il devait s'occuper des droits de l'homme. Elle était furieuse que le parti aille à l'encontre de cela. Et il préférait donner la priorité à l'économie plutôt qu'aux droits de l'homme. C'est pas seulement les Ouïghours, hein. Il y a aussi les Tibétains, il y a Hong Kong, il y a Taïwan. C'est tout un problème. Ce n'est pas pour rien que Nancy Pelosi s'est rendue à Taïwan pour l'une de ses dernières missions officielles. Nous y reviendrons plus tard, mais les violations des droits de l'homme ont une portée considérable.
Ok, donc ça c'est un bilan de l'année 2001 un petit peu. Nous voyons qu'ils disent maintenant qu'il y a une guerre. Ils, ils qualifient désormais leur minorité ouïghour de terroristes par rapport à leur islamisme. Et nous sommes ensuite passés à 2004. Il y a eu un traité, souvenez-vous, ce long nom, le traité de voisinage et de coopération amicale entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, en 2001 également. En fait, peut-être que je vais noter, on peut noter LGBTQ+, ici, parce que la première fois, alors je vais voir si je le retrouve. Je le trouve pas, mais en 2004, plutôt des psychiatres en Chine disent maintenant que ce n'est pas une maladie mentale. Donc quelque chose que d'autres pays avaient fait des décennies avant, la Chine maintenant va le dire. Ce n'est pas un problème mental. C'est pas quelque chose d'anormal. Ils disent que ça peut être une anormalité si vous êtes LGBTQ et que vous n'êtes pas heureux à ce sujet. Mais en tout cas, on en reparlera un peu plus. Mais on peut malgré tout le noter. 2004, l'accord final a mis fin au conflit frontalier. On a vu la guerre en 1969 à propos des frontières entre la Russie et la Chine. Ça, maintenant, c'est résolu totalement en 2004. C'était pas un sujet très simple. Ces guerres ont failli déboucher à une guerre nucléaire. En tout cas, ça a été résolu en 2004. 2009, il y a eu une émeute à Urumqi, dans la province de Xinjiang, qui va remettre les Ouïghours sur la carte et le radar du gouvernement chinois, qui va à nouveau les réprimer davantage. En 2012, nous avons maintenant une nouvelle administration américaine, c'est Barack Obama qui est président. Et sous la direction d'Hillary Clinton, ils vont mettre en place une nouvelle politique appelée Pivot vers l'Asie de l'Est. Et cette politique est mise en œuvre en 2012. Ils veulent consacrer davantage de ressources à la région de l'Asie de l'Est en pensant à la Chine. Nous y reviendrons peut-être. Il y a des exercices navals conjoints entre les Russes. Je vais partager mon écran. Des exercices navals conjoints sont organisés entre les Russes et les Chinois pour la première fois. Et en 2012, nous marquons l'ascension de Xi Jinping. Xi Jinping est élu à la tête de la Chine. Il est, si vous regardez ici, il est désormais le président de la République populaire de Chine. Il est le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la CMC. CMC, c'est les forces de défense qui supervisent l'armée APL. Donc il est président, il est secrétaire général, il est président. Il est aujourd'hui plus puissant que Mao Zedong ne l'a jamais été. Comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle le chef suprême. Le chef suprême. Donc je voudrais parler un petit peu plus de Xi Jinping parce qu'on a parlé du confucianisme. C'était l'une des 6 philosophies qui sont très enracinées en Chine. Mais certains sont un peu plus populaires et ont un peu plus d'influence que d'autres. Donc le confucianisme, c'est quelque chose qu'on connaît tous et on est un peu plus familier avec cela.
Et si vous vous souvenez, le confucianisme dit que tout le monde est bon de manière innée. C'est juste que tout le monde doit trouver son rôle, ce qui est très très patriarcal. Que ce soit le père et le fils, le père, les parents et l'enfant, le mari et la femme, les dirigeants et la population. Mais les gens doivent trouver leur position, leur rôle dans la société et s'y tenir. Et alors on aura la paix et la prospérité. Donc tout le monde est bon, il suffit de connaître sa place. Même entre amis, il faut qu'il y ait un chef et un soumis. Et ainsi ils s'entendront bien. Pour les Chinois donc, dans la pensée chinoise, par rapport à la Russie et l'Ukraine, la Russie devrait être le pays dominant. L'Ukraine devrait être le pays soumis. Il en va de même pour la Chine continentale et Taïwan. C'est ainsi que les choses vont s'arranger. C'est le confucianisme. Xi Jinping n'adhère pas à la philosophie de Confucius. Lui est un légaliste. Donc Confucius a vécu entre 4 et 500 avant Jésus-Christ. Un autre philosophe a vécu entre 2 et 300 avant Jésus-Christ. Et il était, je vais le lire. Alors, j'ai presque mis fin à la réunion. Voilà une photo de lui. C'est pas Sun Tzu ou Confucius. Xi Jinping et l'élite politique chinoise lisent ce philosophe. J'ai choisi cet article parce que je veux vous montrer juste une photo de lui, c'est tout. C'est un portrait de Han Fei. La semaine dernière, les images de policiers et d'agents de santé de Shanghai pénétrant de force dans les maisons des habitants et pulvérisant des quantités massives de désinfectants ont fait la une des journaux du monde entier. Mais qu'est-ce qui justifie l'autorité de la Chine sur l'espace personnel des gens? Sous Xi Jinping, Han Fei est un ancien philosophe politique chinois qui pourrait avoir des réponses à offrir. Donc on a parlé de Confucius, il y a un autre philosophe appelé Sun Tzu. Ce sont les plus populaires, mais il y a aussi Han Fei. Et ce que Han Fei enseignait était à l'opposé de Confucius en fait. Confucius disait que tout le monde était bon de manière innée. Han Fei dit que tout le monde est mauvais de manière innée. C'est pourquoi, pour avoir la paix et la prospérité, il faut des lois très strictes. Les livres que les dirigeants lisent influencent leur style de gouvernance, laissant une longue empreinte. Et Xi Jinping cite régulièrement Han Fei. En fait, lors de son investiture en 2012, il a cité Han Fei en essayant... J'essaie de le trouver... Han Fei croyait que les êtres humains sont égoïstes. Les conflits ne peuvent donc pas être éliminés. Ce n'est que si un État est fort qu'il peut défendre les intérêts de l'État. Nous nous arrêterons là. En gros, tout le monde est mauvais. Il faut être légaliste. Il faut avoir des lois et les appliquer. L'État doit les faire respecter. Et Xi Jinping va introduire cette philosophie dans la gouvernance chinoise, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Nous sommes donc en 2012 et les choses vont commencer à changer en Chine en ce qui concerne les lois et la surveillance. Oh, I didn't talk about that. Oh, well. Okay. Oh, yes. 2001. Donc oui, 2001 en Chine, les gays ne sont plus des malades mentaux, nous en avons parlé.
Le légalisme dans la Chine ancienne était une croyance philosophique selon laquelle les êtres humains sont plus enclins à faire le mal que le bien parce qu'ils sont entièrement motivés par l'intérêt personnel et ont besoin de lois strictes pour contrôler leurs impulsions. Et c'est ce que nous voyons s'emparer du Parti communiste. Alors, quelques petites statistiques, on en reparlera une prochaine fois, mais juste pour vous donner une idée, les dépenses de sécurité publique entre 2012 et 2021 ont été de 1,38 trillion de yens, soit 296 milliards de dollars australiens. 296 milliards de dollars australiens ont été dépensés, mais à partir de 2012, c'est 3 fois plus qu'au cours de la dernière décennie. La sécurité publique comprend donc la police, la sécurité de l'État, la surveillance intérieure, les milices civiles d'armée, qui s'occupent toutes des troubles de l'ordre public. Ils dépensent donc beaucoup d'argent dans ces 4 domaines de la sécurité publique. En 2018, la Chine a dépensé l'équivalent de 20 milliards de dollars américains pour l'achat de caméras de télévision en circuit fermé et d'autres équipements de surveillance. Donc vous voyez que tout le monde est mauvais de manière innée. Nous devons les surveiller pour savoir quelles lois nous pouvons appliquer. En 2023, il y a 540 millions de caméras de télévision d'enregistrement en circuit fermé. Cela représente plus d'une caméra pour 3 personnes. Ils utilisent la reconnaissance faciale et la reconnaissance des émotions pour prédire les comportements problématiques. Donc, juste pour noter que tout cela vient de cette philosophie du légalisme. Est-ce que vous avez des pensées, des questions? Nous allons voir là en fait les abus qui sont augmentés sur les droits humains. Donc Xi Jinping est maintenant dans l'image, on arrive à 2014. 2014 marquera un autre tournant majeur. Nous allons parler de l'attentat de Kunming. L'attaque de Kunming est décrite comme le 11 septembre chinois. Un groupe de 8 terroristes armés de couteaux a attaqué des passagers dans la gare de Kunming. Les assaillants ont sorti de longs couteaux et ont poignardé et tailladé des passagers au hasard. Les assaillants ont tué 31 civils et blessé plus de 140 personnes. Il s'agit donc d'un nouveau catalyseur qui incite les autorités chinoises à appliquer la loi dans toute sa vigueur. Cet attentat a été décrit comme le 11 septembre chinois, non en raison du nombre de victimes, des milliers d'autres ayant été tués aux États-Unis en 2001, mais en raison de l'impact qu'il a eu sur la psyché de la population Han en dehors de Xinjiang. Donc cet attentat n'a pas eu lieu dans la province de Xinjiang, mais dans l'une des provinces du sud. Et maintenant, il y a cette crainte dans les Han, qui constituent le groupe ethnique majoritaire des Chinois. Ils étaient habitués à entendre parler de conflits et de troubles quelque part aux frontières de la Chine, mais pas en dehors de cette région. Et aussi à cause de sa brutalité, des machettes et des épées qui s'y trouvaient. C'était une brutalité choquante, il s'agit donc d'un autre tournant. Deux autres choses à noter en 2014. Cet accord gazier de 400 milliards de dollars avec la Russie. Et en 2014, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de la Russie. Donc ils développent des liens beaucoup plus forts, des liens commerciaux plus forts l'un avec l'autre.
Les Ouïghours ont été touchés donc par l'attentat de Kunming et maintenant nous allons assister à une intensification des mesures de répression à l'encontre de cette minorité. Même si l'attentat a été perpétré par quelques extrémistes loin de la province de Xinjiang. Nous voyons également l'accord sur le gaz. Nous en parlerons pas beaucoup, nous y reviendrons. Pour ce qui est de Hong Kong, il s'agit de la révolution des parapluies de Hong Kong. Des manifestations qui ont eu lieu à Hong Kong, on les appelle la révolution des parapluies parce qu'ils ont tous brandi leurs parapluies pour empêcher les gaz lacrymogènes de les atteindre au visage. Il y a eu des pourparlers entre Alors, des pourparlers sont en cours entre la République populaire de Chine et la République de Chine. C'est la première donc entre la Chine et Taïwan, et c'est la première fois qu'un officiel taïwanais met le pied sur le continent depuis 1949. Il s'agit donc d'un événement majeur, mais ce n'était qu'un exercice de propagande de la part de la Chine, qui n'a résisté en rien. Les gens s'inquiétaient simplement de la tournure que prendraient les événements. Mais on en prend note malgré tout. L'autre chose que nous voulons noter en 2014, c'est le piratage informatique. Une énorme attaque informatique a lieu aux États-Unis en 2014. Je vais tirer cela d'un article Wired. Si la Chine, alors Marriott, si vous avez entendu parler de Marriott, c'est une chaîne d'hôtels, une grande chaîne d'hôtels. Elle a été piratée en 2014. Si la Chine a piraté Marriott, 2014 a marqué un assaut total. Et ils ne l'ont su qu'en 2018. En fait, ça c'est un article de 2018. Les choses ont donc commencé. Les informations sur ces piratages ont commencé à se répandre lentement en 2017-2018. Il apparaît de plus en plus que la Chine est à l'origine du piratage de Marriott, faisant de 2014 une année charnière dans les cyberattaques contre les États-Unis. La violation massive de données qui a touché 500 millions de clients de Marriott semble être un événement récent, étant donné que l'entreprise vient de la découvrir et de la divulguer au cours des 4 dernières années. Mais il est important de se rappeler que l'attaque a commencé bien plus tôt, d'autant plus que des routeurs et d'autres ont signalé que des pirates informatiques chinois parrainés par l'État étaient derrière tout cela. Si cette attribution se confirme, et c'est le cas aujourd'hui, la campagne de piratage menée par la Chine contre les États-Unis en 2014 entrera dans l'histoire. Le rôle de la Chine dans le piratage du Marriott n'est toujours pas confirmé en 2018, mais l'accusation intervient dans un contexte de tensions déjà exacerbées entre les États-Unis et la Chine au sujet du commerce et de la propriété intellectuelle. Alors, on va descendre un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont piraté ? Tout au long de l'année 2015, les analystes ont noté la valeur des renseignements recueillis par la Chine. Attendez, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Si la Chine a perpétré le piratage de Marriott en 2014, cela n'en ferait que l'une des nombreuses cyberattaques dévastatrices, à peu près simultanées contre les États-Unis. Cette même année, des acteurs chinois ont dérobé des données extrêmement sensibles et coûteuses sur des dizaines de millions de citoyens américains à l'Office of Personal Management. Cet assaut semble avoir commencé au cours des premiers mois de 2014 et a été détecté par l'OPM en mars de la même année. En février 2014, des pirates chinois auraient pénétré dans le système d'assurance Anthem, volant les noms, date de naissance, adresse, numéro de sécurité sociale et même les données sur les revenus de 8080 millions de personnes. Donc en fait, il y a 3 entreprises. La chaîne hôtelière Marriott, l'Office of Personal Management, qui est un organisme gouvernemental, et Anthem Insurance.
Tout au long de l'année 2015, les analystes ont souligné l'intérêt de la Chine de recueillir des informations approfondies sur un si grand nombre de personnes à partir de sources multiples. La diversité des données pourrait permettre aux agents d'espionnage chinois de vérifier et de recouper les informations et de suivre les individus dans le temps. Et si l'on ajoute à cela les données de Marriott qui comprenaient des numéros de passeport, comme c'était le cas de l'OPM, l'effort d'espionnage semble encore plus complet. Et voilà une citation. Si j'étais un service de renseignement étranger et que je voulais obtenir une image complète d'un groupe spécifique de personnes, ce sont également les cibles que je choisirais, déclare Crane Hassold, directeur principal de la recherche sur les menaces dans une société de défense contre le phishing. L'OPM contenait des données complètes sur les employés du gouvernement Anthem, des employés du gouvernement Anthem contenant des informations des personnels détaillés et Marriott, tous des dossiers de voyage. Du point de vue de renseignement extérieur, cela est très utile. Dans l'ensemble, le piratage chinois de 2014 aurait pu révéler des données sur pratiquement tous les adultes aux États-Unis. Donc, grosse affaire. 2014, cyberattaque massive des Chinois aux États-Unis. Ok. Peut-être que je vais juste... Je vais peut-être m'arrêter ici et on va essayer de parler un petit peu de 2014 comme étant un point tournant. Comme Yambaki l'a fait remarquer ce matin, en 2012, Poutine est devenu un dictateur. C'est là que nous le marquons. Donc là, c'est une formalisation. Et comme nous l'avons noté au début, la Chine est fortement influencée par la Russie. C'est pas qu'elle considère la Russie comme un grand frère. Hein. Cette relation est inversée. Maintenant, la Chine est le grand frère à ses yeux. Mais l'influence est toujours là. Je voudrais donc revenir un petit peu sur l'histoire de la Russie et nous allons remonter à la révolution russe et à Lénine. Lorsque la révolution russe a été couronnée de succès et qu'il y a eu un nouveau gouvernement communiste, Lénine était malgré tout inquiet et l'une des choses qui le préoccupait, c'est ce qu'il appelait le chauvinisme russe. Le grand chauvinisme russe. Je vais l'écrire. Le grand chauvinisme russe. Nous allons aller sur Wikipédia. Le chauvinisme grand russe est un terme défini par le premier gouvernement soviétique, les fonctionnaires du gouvernement, notamment Vladimir Lénine, pour décrire l'idéologie des classes dominantes exploiteuses de la nation, détenant une position dominante ou souveraine dans l'État et déclarant que leur nation est la nation supérieure. Lénine a défendu l'idée que le parti bolchevique devait défendre le droit à l'autodétermination et à l'égalité des nations opprimées au sein de l'ancien empire russe, ainsi que le mouvement des droits linguistiques des républiques nouvellement formées. Que dit Lénine donc? Il dit qu'il devrait y avoir une égalité au sein de la nation. Qu'il ne devrait pas y avoir une partie de la nation qui se déclare supérieure. Il dit nous devons pouvoir défendre le droit à l'autonomie, même au sein de notre gouvernement communiste. Alors dans cette histoire, il parlait de la Géorgie. Parce que la partie la plus importante de la Russie voulait dominer et contrôler la Géorgie. Et Lénine dit non, nous sommes tous égaux, nous devrions défendre leur droit à l'autonomie, même au sein de notre gouvernement communiste. Alors,
Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la grande? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le grand chauvinisme russe? Parce que c'était un terme utilisé dans la Russie impériale. La Russie, ce que nous appelons la Russie, était la Grande Russie. Et ensuite, il y avait la Petite Russie. C'était qui la Petite Russie d'après vous? Est-ce que vous avez des idées? On a la Grande Russie, la Petite Russie. À votre avis? Ukraine. Oui, l'Ukraine était la Petite Russie. Donc il y a la Grande Russie et la Petite Russie. Mais cet argument ne concernait pas l'Ukraine, c'était par propos de la Géorgie. Donc Lénine dit non, nous n'aurons pas ça. Lénine meurt, on a Staline. Staline croit au grand chauvinisme russe. Le mot chauvinisme est intéressant. C'est la croyance déraisonnable en la supériorité ou la domination de son propre groupe ou de personnes considérées comme fortes et vertueuses, tandis que les autres sont considérés comme faibles, indignes ou inférieurs. Donc nous connaissons tous le chauvinisme masculin, la croyance déraisonnable en la supériorité ou la domination des hommes sur la faiblesse, l'indignité et l'infériorité des femmes. Donc c'est une croyance déraisonnable. L'étymologie du mot est très intéressante car il s'agit d'un soldat français qui s'appelait Chauvin. Ce soldat français était sous les ordres de Napoléon et il a été blessé. Napoléon a perdu la bataille. Napoléon se trouve sur une île, un autre gouvernement se met en place, mais ce soldat français blessé continue à se battre pour la cause napoléonienne. Et donc le nom de Chauvin est alors associé à tout ce qui était irrationnel et fanatique. Donc lorsqu'on pense au chauvinisme, il s'agit d'irrationalité et de fanatisme. Ce soldat blessé refusait d'évoluer avec son temps. Il allait continuer à mener une bataille perdue d'avance. Je pense qu'il y a une analogie très intéressante là-dedans. Donc, Lénine ne croyait pas au grand chauvinisme russe, il l'a combattu. Staline arrive, il est au pouvoir, et maintenant, la Russie va dominer tous les États satellites. Bien sûr, nous avons parlé la dernière fois de ce qui s'est passé en 91. Ils ont perdu leurs États satellites. Donc ce que la Chine est en train de mettre en place, c'est un grand chauvinisme chinois qui a la même influence parce que maintenant, Mao Zedong n'est pas un léniniste, mais un stalinien. Donc on combine ce chauvinisme de la grande Chine avec le légalisme, avec le patriarcat du confucianisme. Et cela explique le gouvernement chinois qu'on a aujourd'hui. Donc en 2014, la Russie a annexé la Crimée. La Chine le regarde et va dire « Oui, la Grande Russie, la Petite Russie. C'est à eux. Les grands États devraient dominer et avoir une supériorité. Ils ont une supériorité naturelle sur les petits États. » En fait, Poutine reproche à Lénine d'avoir perdu la Crimée. Lénine n'est donc pas une figure populaire parmi les idéologies de Poutine. Mais, oui, 2014, la Chine est certainement influencée, qu'elle le sache ou non, mais en tout cas, elle a le mode de pensée. Ça m'appartient. Par conséquent, la province de Xinjiang, que ce soit le Tibet, Hong Kong ou Taïwan, ce sont les petites régions qui devraient être naturellement dominées par le supérieur. Donc au lieu du grand chauvinisme russe, c'est le grand chauvinisme chinois qui prévaut. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on parle, la discussion est survenue dans la question-réponse de Yang Baki sur le filtrage de l'information. On a des services de presse réputés aujourd'hui qui publient
des articles sur la réaction de Xi Jinping à la guerre en Ukraine et qui dit en fait c'était des amis de toujours. Je pense que Xi Jinping doit être embarrassé maintenant. Il n'est pas gêné, ils ne font que regarder. Ils se disent ce sont des personnes intelligentes, ils ne vont pas soutenir ouvertement Poutine. Mais ils vont le faire ils vont le faire très prudemment parce qu'ils croient en ce grand chauvinisme russe. Et quoi qu'il arrive dans cette guerre, c'est une victoire pour la Chine. L'Ukraine gagne, c'est un pays qui a besoin d'être reconstruit. Et la Chine a une initiative, qui leur permet d'aider l'Ukraine et d'en tirer le meilleur parti. Donc la Chine est gagnante quel que soit le résultat. Elle ne s'intéresse pas aux affaires extérieures. Elle n'est pas intéressée par le fait de devoir aider Poutine à gagner la guerre. Ça, c'est pas dans son intérêt. Donc lorsque nous lisons ces articles, nous devons faire le tri. Ce n'est pas qu'il y a des mauvaises personnes qui écrivent ces articles, mais simplement qu'ils ont tendance à mettre nos idées, notre perspective occidentale, pour comprendre comment un autre pays voit les choses. Et nous ne pouvons pas faire cela. Il faut comprendre comment la Chine pense pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle réagit ou ne réagit pas comme elle le fait. Comprendre la Chine, c'est comprendre la Russie, parce qu'elle a la même influence, la même idéologie, et elle ne pense pas comme les gouvernements occidentaux. Est-ce que vous avez des questions ou des idées ? Si vous regardez sur Wikipédia le grand chauvinisme russe, on peut dire depuis 2014 environ, le régime de Poutine en Russie a embrassé le grand chauvinisme russe. En juillet 2021, Poutine a publié un essai intitulé « L'unité historique des Russes et des Ukrainiens », dans lequel il affirme que les Biélorusses, les Ukrainiens et les Russes devraient faire partie d'une seule nation russe et du monde russe, et qu'ils constituent un seul peuple que les forces qui ont toujours cherché à saper notre unité voulaient diviser et gouverner par l'OTAN. Donc ils vont dans d'autres discours que Poutine a prononcés sur des choses qu'il a écrites, mais il marque 2014 comme le moment où la Russie et Poutine ont embrassé un grand chauvinisme russe. Et nous voyons que cela aura un grand effet sur la Chine. 2014 pourrait être un bon point pour nous de nous arrêter ici. On va pouvoir terminer cela la prochaine fois. Nous allons terminer par la prière et nous aurons peut-être des questions à poser. Dieu d'amour qui est dans les cieux, nous te remercions d'apprendre comment tu agis et comment tu vois les gens et à quel point l'égalité s'étend entre tous les peuples. Nous voulons faire partie de ce royaume où il n'y a aucune supériorité, aucun égoïsme dans nos cœurs. Nous prions pour que tu puisses l'extirper. Nous savons que la racine de tout ce chauvinisme est le patriarcat. Seigneur, nous demandons une plus grande compréhension afin que nous puissions apporter cela dans nos maisons, chez nous, et que nous puissions l'expliquer aux autres. Bénis-nous maintenant alors que nous partageons le reste du sabbat les uns avec les autres. Nous pensons aux réunions qui auront lieu cet après-midi à Fidji. Puisses-tu les bénir également. Nous te les demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons dire au revoir à nos membres de Fidji qui doivent aller manger, un petit peu en retard. Est-ce qu'il y a des pensées ou des questions ? Oui, je me demandais si le choc chinois est-il réversible ? Is it possibly reversible? Could the governments have said no more?
Lorsque le gouvernement, parce que le gouvernement peut dire non, plus jamais, et faire demi-tour. Qu'est-ce que Trump va faire? Il va ramener l'industrie manufacturière. Non, ce cheval, il s'est enfui, il n'y a pas de retour en arrière. Lui il n'est pas fiable. Alors je parle peut-être par ignorance dans cette question, mais oui. Non, Marie, non. On en a déjà parlé. C'est une question logique, totalement. Est-ce qu'on peut le réparer? C'est pour ça que ces politiciens essaient de défaire certaines choses. Mais il n'y a pas de retour. Et nos lignes nous disent qu'ils ont pris des décisions et qu'il y a des conséquences, des causes et des effets. Merci. Terry, quand vous parlez de la Grande Russie et de la Petite Russie, de la Grande Chine, de la Petite Chine, qui est à Taïwan, comment est-ce que les îles du Pacifique se situent-elles dans tout cela? La Chine semble-t-elle plus impliquée dans cet endroit? Elles n'ont jamais fait partie de l'histoire de la Chine. Donc, vous avez les frontières avec le Tibet et avec ces pays d'Asie centrale. Et nous avons parlé un petit peu de l'histoire de Taïwan. Vous savez, ce sont essentiellement des Chinois. Oui, mais l'influence se fait sentir dans les îles du Pacifique. Non pas qu'ils les considèrent comme des Chinois, mais parce que c'est une question de commerce et d'influence. Ok, c'est clair. Donc, dès que tu as commencé à parler, ça a pris du sens, merci. Donc, il ne s'agit pas là d'impérialisme. Alors, Terry, s'il vous plaît, nous parlons ici de relations, la Russie, la Crimée, la Chine, la petite Chine, Taïwan, tout ce chauvinisme homme-mâle qui semble... il semble que ça n'a pas d'importance, peu importe où on regarde, on a des relations déséquilibrées. Et cela revient à la façon dont on se considère les uns les autres comme des serviteurs et des maîtres. Et le genre. C'est intéressant parce que c'est omniprésent en fait, c'est ce que j'essaie de dire. On parlera un peu plus des droits des femmes la prochaine fois. J'ai perdu ma pensée. Nous savons quelle est la racine du problème, nous. Quelqu'un a dit une fois, et je devrais me souvenir qui est ce quelqu'un, mais j'y arrive pas. Quelqu'un a dit, grattez n'importe quel communiste et vous trouverez un nationaliste. Et c'est exactement ce dont il s'agit, c'est du nationalisme de base. Si vous voulez voir le nationalisme à l'extrême, vous avez la Russie et la Chine. Donc si vous voyez du nationalisme, vous allez voir du sexisme, parce que c'est aussi la racine du problème. Donc c'est à ce moment-là où nous pensons au chauvinisme, nous pensons automatiquement au chauvinisme masculin. Nous devons reconnaître que ce mot est irrationnel et fanatique. Et vous savez, les gens ont refusé d'évoluer avec leur temps. Et c'est une cause en voie de disparition. Donc le nationalisme, le sexisme, l'un ne va pas sans l'autre. Mais le problème de fond, nous le connaissons, c'est le sexisme. Mais oui, il s'agit d'un nationalisme pur et dur. Donc lorsque nous pensons à la Russie, nous avons dessiné notre monde comme un État sur une église, église sur un État. Et nous pensons aussi à l'église
ils sont Well, they're Eastern Ils Orthodox. sont orthodoxes orientaux, fondamentalement chrétiens. So the state will Donc use l'État va or utiliser recognize the church for its own benefit. l'Église pour son So propres in China, intérêts. it's not about En church Chine, so c'est much, pas it's tant about une question philosophy. d'église que de They will do philosophie. the same Il s'agit de with their philosophie, philosophy. ils vont faire la They'll même weaponize chose avec leur it philosophie, for ils their vont les own utiliser benefit, à leur but propre they fin are- comme des they armes, are controlling mais ils les contrôlent. So when you think of the Quand on North, pense au it's Nord, the c'est l'Église church qui domine state. l'État. So L'Église the church euh, is trying to essaie influence d'influencer the le government. gouvernement. So when it comes to Donc lorsqu'il issues s'agit de of questions LGBTQ, relatives aux droits LGBTQ et des femmes, in the North, dans le Nord and in et Russia, en it's Russie, about c'est une question de morality. moralité. No, it's just wrong. It's C'est not tout in the simplement Bible. faux, c'est même pas dans la Bible, c'est maudit dans la Bible. Donc la différence The difference between entre les even États-Unis, United States, Russia, la Russie et la and Chine China is réside dans le fait que les LGBTQ et le féminisme sont une question de moralité, alors qu'en Chine, ce n'est pas une question de moralité. Ça n'a rien à voir avec la moralité. about minority, C'est au sujet des minorités. because Parce que les minorités sont à craindre, afraid of. parce que les minorités sont influencées. Qu'il s'agisse des Ouïghours en Occident, West. The Islamic, avec l'islam, ils ont été influencés par l'extrémisme islamique au Pakistan, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, etc. Ou que ce soit les LGBTQ. Qui les influence, les LGBTQ? The West. L'Ouest, the West, l'Occident. the West. L'Occident a influencé ce groupe minoritaire. Therefore, we need to crack Donc down. nous devons sévir. C'est ainsi que vous verrez, leurs groupes WeChat vont être fermés. Ils sont réprimés non pas pour des raisons morales, mais parce qu'il s'agit d'une minorité. Nous devons les contrôler. Nous ne pouvons pas les laisser parler dans leurs petits groupes, nous ne pouvons pas les laisser avoir accès à des contacts occidentaux. Alright, so it's Donc similar c'est but similaire mais différent. So they're using philosophy. Ils utilisent la philosophie parce que les LGBTQ sont intrinsèquement mauvais, donc il faut des lois pour les contrôler, sinon ils vont perturber notre société. Next time, La prochaine fois, nous nous pencherons sur la violence domestique. Ah, ça va être amusant. you know, and how Et comment cela a affecté les femmes? Nous avons déjà partiellement abordé cette question par le biais de la politique de l'enfant unique, mais il y a bien d'autres choses encore. So I don't know if that Donc je ne sais pas si cela répond à ta question, Joséphine, mais nous regardons aux similitudes et aux différences. L'Église l'emporte sur l'État, le roi du Nord. L'État s'en l'emporte sur l'Église, le roi du Sud. but it's not Mais ce n'est pas une Église en Chine, c'est une philosophie. philosophy. Et And ce n'est pas une question de moralité. Thank you. Excellent. Merci, c'est excellent. Elder Terry. just- Alors, ancienne Terry, j'aimerais juste poursuivre ce que tu venais de dire. So you go to Aux États-Unis, on a deux camps politiques. side. La gauche, c'est le grand gouvernement. La droite, c'est le petit gouvernement. Il est intéressant de faire le contraste avec la Chine, qui est le principal allié du roi du Sud. Eh bien, elle a aussi un grand gouvernement. Mais c'est dans le but d'attaquer les minorités. Alors que le grand gouvernement de gauche des États-Unis essaie de préserver l'égalité. Donc, un grand gouvernement n'est pas donc nécessairement bon. no, it's Non, about il s'agit de control. contrôle. Le contrôle et le pouvoir. Control and power. C'est intéressant de voir la différence et différents modèles de gouvernement que tous ces acteurs adoptent et ont adopté, et la manière dont cela se traduit en termes de préjudice ou d'aide. It's going to view Et elle considère l'islam comme un virus idéologique. So if it's a- if Et it's si a c'est un virus, virus, il faut it l'éradiquer, needs to be le contrôler. stamped out, control. We need to. En fait, il y a un article en fait que je n'ai pas partagé. It's an article I didn't share. This is from- Permettez-moi let me just de bring this up quickly. l'évoquer rapidement. This is from C'est un article Human Rights de Watch. Human Rights Watch. Break their lineage, Briser leur lignée, briser leurs racines. China's crimes against Les crimes contre humanity, l'humanité commis par la Chine à l'encontre des Ouïghours et d'autres musulmans So turcs. you just have Donc to en fait, il faut break tout everything briser. off Cela leur donne that
une identité unique parce qu'ils considèrent que toute personne qui ait une identité unique comme un séparatiste. Et les séparatistes sont dangereux. Les séparatistes vont éclater et notre pays ça portera du chaos. Regardez ce qui s'est passé en 91, n'est-ce pas? Nous devons donc briser leur lignée. Nous devons les transformer en nous, nous étant Han. Et oui, pour qu'ils ne se séparent pas. Et le problème, c'est qu'un grand nombre d'entre eux se sont déjà séparés physiquement et sont répartis dans le monde entier. Donc il faut pouvoir les contrôler où qu'ils soient, quel que soit le pays où ils vivent. Et il en va de même pour les féministes. Les féministes sont des séparatistes. Les Ouïghours sont des séparatistes. Les GLGBTQ, les séparatistes. Donc, ce sont des terroristes. Et donc, il faut les contrôler. Il faut contrôler il faut avoir des lois compliquées, des lois dures et contrôler. Et il faut contrôler les droits de l'homme. Mais c'est l'économie stupide. Vous savez, les pays pensaient qu'ils pouvaient bénéficier, ils l'ont fait. Nous sommes censés, nous voulons le commerce mondial, mais à quel prix? C'est intéressant ce que tu viens de dire. On a l'impression que les dirigeants chinois pensent qu'ils sont la victime et qu'ils ne font que se défendre contre toutes ces attaques. Ils inversent donc le récit sur l'identité de la victime. Mais ça, c'est typique, n'est-ce pas, des abus? Oui. Ils sont comme des militants nationaux des droits de l'homme. Et je suppose que on arrive à la racine du nationalisme, vraiment. Si nous ne portons pas de lunettes prophétiques, il serait tellement difficile de savoir ce qui est juste à cause du bombardement d'informations que nous subissons de tous ces exemples que tu viens de donner. Moi, je pense que j'aurais du mal. Donc, je suis très reconnaissante que le mouvement ne nous ait pas seulement donné des lunettes prophétiques, mais que ces lunettes soient en quelque sorte focalisées, ce qui nous aide à nous concentrer sur les bonnes questions et sur la manière de faire des choix. Parce qu'il y a un énorme déluge d'informations qui viennent de tes présentations. C'est très intéressant et je te remercie de l'avoir fait. Et parce que j'apprends beaucoup. C'est le plus difficile. J'espère que nous pouvons voir le fil de notre message. Lorsque nous pensons au World Wide Web de 1989, nous parlons d'information. Lorsque nous parlons de 2014 dans ces piratages, nous parlons d'information. Les données, ces données, c'est la nouvelle arme. Ce sont les données qui sont utilisées comme armes. Donc en fait, si nous pouvons prendre ce que nous comprenons de notre ligne et de la ligne agriculture et de la parabole de l'agriculture et voir à quel point ces fils courent à travers l'histoire de la Chine, à un moment, l'une des choses que je voulais comprendre, c'est la place Tiananmen. Parce que 1989 a toujours été sur l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, qu'est-ce qu'on doit en apprendre de la place Tiananmen? Il y a quelque chose à propos de ce terrorisme d'État que j'aimerais comprendre. Et donc nous suivons le fil des violations des droits de l'homme, mais aussi du contrôle de l'État.
Thank you, Josephine. Merci, Thank you Joséphine. very much. Thank you for your comment. Merci pour tes commentaires. Can I please just make one Est-ce que je comment, puisse faire un commentaire? Terry? Sure. Oui. Yeah, so just along the lines Dans la ligne de ce que Brendan disait, la comparaison et le contraste, je pense qu'avec la Chine et les LGBTQ, ce n'est pas la moralité, c'est une minorité. Et cela m'a fait penser à la papauté dans le LGBTQ. Ce n'est pas la moralité, tellement, mais c'est plutôt est-ce qu'il peut avoir des bébés. Donc en fait, toute personne en couple doit avoir des bébés. Donc d'une certaine manière, il y a cette oppression, ce qui revient à la même chose. Yeah, I think though with, Je pense qu'avec le catholicisme, c'est la moralité qui prime. I don't think they fear. Je pense pas qu'ils craignent les LGBTQ en tant que minorité. Je vois ce que tu veux essayer de dire en tout cas. Les minorités, parce que si nous ne pouvons pas avoir de bébés, nous allons disparaître. Yeah, the thing is, Le truc, c'est que this is the problem. ça, c'est le problème en fait. Nous savons à partir des études précédentes que la population vieillit et qu'elle diminue. Population decrease is real. Et c'est un vrai problème. Et pourtant, s'ils autorisaient le mariage et l'adoption par des homosexuels, nous n'aurions pas besoin d'avoir... Il y a tous ces couples qui tendent la main pour adopter leurs enfants. Their children. You know, Les solutions aux problèmes sont là, mais on les craint. Et on les craint they're feared pour la mauvaise raison. for some reason. I just want to say thank you. Je voulais te remercier. Quite a few things dropped into place for me when you Plusieurs choses se sont mises en place pour moi lorsque tu as parlé de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001 et comment les retombées de cela se sont répercutées sur l'avenir directly led Across the to world. et comment cela a directement conduit à l'élection de Donald Trump couplé avec la collusion et l'ingérence russe dans cette élection et tout le reste. Mais en tout cas, cette décision qu'ils ont prise en 2001, ils ont eu la place Tiananmen en 1989 pour les aider à prendre cette décision. Et ils ont choisi de continuer à le faire. Ils ont donc un point de repère là important en 1989 pour faire référence à leur décision de 2001. their decision in 2001. And that's still We have So they nothing knew. to fear for the future. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir. Ils n'avaient rien à craindre pour l'avenir. S'ils se souvenaient... Sorry, Brandon. Désolé, Brandon. no, you're right. That's right. They Non, exactement. Ils savaient ce qui va se passer. Ils savent sûrement ce qui va se passer. Parce que ça s'est déjà passé. just exacerbate. C'est juste exacerbé. Et nous voyons également, vous savez, certains démocrates ont fait des compromis sur certains de leurs principes fondamentaux. Vous arrivez à la fin de votre mandat et vous voyez que vous voulez que les choses se fassent. Il y avait une urgence à faire avancer les choses. Et aujourd'hui, ils se demandent, mais c'était quoi cette urgence? Peut-être aurions-nous dû continuer à négocier. And that led to Et cela a conduit à... look what it- bien, regardez ce qui s'est passé, hein. Regardez ce que cela a entraîné. Cela a créé un énorme récit. plus it was true. Plus c'était une véritable Manufacturing And it's did work. interesting. fabrication. Et c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Ces trois économistes, I'll just bring up. Oh yeah, those three economists in the Vox article. c'est dans l'article de Vox, It starts off by commence en saying disant que David Autor, c'est l'un d'entre eux, est l'un de ceux qui croient que ces deux choses sont vraies. Premièrement, le diagnostic de Trump selon lequel le commerce avec la Chine est une source de malheur pour d'innombrables travailleurs américains était à la fois exact et un élément crucial de son appel lors de la marche vers la Maison-Blanche, lors de sa marche vers la Maison-Blanche. Et deuxièmement, le plan de Trump pour aider ses travailleurs en sévissant contre le commerce est susceptible de se retourner contre lui. Donc il dit que les deux sont vrais. Il avait raison, mais ses réponses sont erronées. Donc, vous savez que vous pouvez faire votre propre recherche. Il parle des chocs sismiques dans les villes dispersées à travers le cœur américain.
et les effets à long terme sur les marchés du travail américain. Et nous pouvons lire la liste de l'impact social. L'Amérique n'est pas mieux. Hein. Comment est-ce qu'ils auraient pu faire les choses différemment? J'en sais pas. Je ne suis pas économiste ni politicienne. Mais nous savons, nous sommes des activistes, hein, des militants des droits de l'homme avant tout. Thank you, All right, well, I better... Merci, Cynthia. When you Pas de finish souci. your lecture, Quand you tu as will fini give ton us cours, tu a nous donneras le tableau, ta chart présentation, n'est-ce pas? at the end of it, or Sorry, Josephine? Désolée, when Joséphine. you finish Quand tu auras fini ta présentation, covering the topic, you will give us tu that nous chart. donneras ce tableau. Yeah, I mean, I can put it Je on peux the- le mettre dans le chat, oui, maintenant. Hein. Thank There's a you. couple of things that I added J'ai on. rajouté 2 ou 3 choses LGBTQ, il y a 2 ou 3 choses qui manquent de place et il y aura une de l'autre côté quand nous arriverons à 2021. Donc oui, il y a un peu plus à venir. Hein. Nous pourrons peut-être terminer la prochaine fois. Finish it off next time. Terry, Terry, est-ce que je peux dire une chose? Vous savez, comme nous pouvons le voir avec toutes ces grandes puissances mondiales, elles ignorent en quelque sorte les droits de l'homme. Et c'est en quelque sorte la solution que nous devons trouver. Parce que nous savons que nous nous dirigeons vers la loi du dimanche. Et la solution à tous les problèmes auxquels le monde est confronté, c'est l'égalité. It's a new kingdom. C'est un nouveau royaume. Like Mbaki was Comme saying, Yann Baki l'a partagé ce matin, we need to understand nous avons besoin de comprendre the, comment how God's kingdom comment le royaume de Dieu fonctionne. because we Parce que nous ne sommes pas, nous n'appartenons pas à ce monde dans ce sens. so there is no real Donc il n'y a pas de véritable solution, in euh, that. We que- offer, dans le sens que nous offrons une seule solution qui existe. and that is to join Et c'est de rejoindre un autre royaume, parce que le monde est sur une voie descendante, en spirale vers la destruction, vers une fin catastrophique. catastrophic end. This has Et set off cela a été déclenché, cela a déclenché une chaîne d'événements que nous avons vus. Nous avons vu ici un événement qui a été renforcé ici. Un événement de 89 renforcé en 2001. Il n'y a pas de retour en arrière possible. On se dirige vers la loi du dimanche. Comme nous l'avons dit ce matin, si nous pensons à 2014, c'est à ce moment-là que le monde doit se réveiller et se demander qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il faut ensuite revenir en arrière, ils doivent revenir 10 ans en arrière et doivent remonter dans l'histoire. Nous sommes remontés en 49. Rien ne se passe tout seul dans une bulle à part. Il y a des fils conducteurs. Mais il y a quand même des événements qui sont des catalyseurs de ce qui va se passer. Thank you. Merci. Pas de souci. Ok, merci à tout le monde. Merci Yann Baki. J'aimerais remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. J'aimerais remercier nos orateurs. Il n'y a pas de quoi, pas de souci. La prochaine fois, je demanderai à quelqu'un d'autre d'ouvrir le bal. Je vous souhaite tous un excellent après-midi et je me réjouis de vous revoir dans 15 jours.